Bonjour à tous et merci surtout d'être là ce soir pour ce petit webinaire de présentation de l'opération Papillon et d'échange avec vous. On va commencer rapidement par se présenter. Donc, moi, je suis Angélique Daubercy, je m'occupe des programmes de sciences participatives portés par l'association Noé et donc notamment de l'animation de l'opération Papillon en collaboration avec Viginature. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Anne Dosière. Il y en a certaines et certains d'entre vous que je connais déjà, que je reconnais. Moi, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle et je m'occupe du projet Viginature, dont l'opération Papillon, entre autres, mais aussi d'autres projets de sciences participatives. Voilà. Et donc, on a voulu faire ce webinaire aujourd'hui, qui était vraiment un webinaire aussi de présentation, éventuellement s'il y a des nouvelles participants ou des futurs participants, participantes qui ne connaissent pas le projet, qui voulaient le présenter, puis aussi représenter un petit peu les résultats, tout, tout, euh, tout ce que ce beau programme permet. On va commencer, si tu peux passer la slide suivante. Par présenter, assez, succinctement, mais de façon assez concrète, le protocole de l'opération Papillon. Donc comment est-ce qu'on participe concrètement à l'opération Papillon? Donc l'opération Papillon, c'est un protocole qui peut être mis en place tout au long de l'année. Hem, le principe, ça va être de compter les papillons dans son jardin, sur son balcon ou dans un parc public. Donc de suivre un lieu bien défini, tout au long de l'année. Et les papillons, on va les compter dans une liste d'espèces et de groupes d'espèces restreinte, donc qui elle aussi est déjà bien définie. Pour chaque espèce qu'on va observer, on va noter le nombre d'individus qu'on a vus simultanément voler, sur le lieu que l'on suit. On va s'aider de la fiche d'identification et de tous les outils disponibles pour identifier cette espèce. Et puis, à la fin de la semaine, on va noter le nombre de jours d'observation qu'on a réalisé dans la semaine. Et pour chaque semaine où on a fait des observations, on va pouvoir saisir le nombre le plus élevé d'individus qui ont été vus simultanément pour chaque espèce. Donc, je vais un tout petit peu revenir sur cette notion d'observation simultanée, en vous donnant un exemple concret de comptage. Donc, imaginons, je fais mon comptage sur une semaine. Donc, le lundi, je vois 3 pierrides et 2 petites tortues. Donc là, vous voyez ici sur l'illustration de la fiche de comptage, on a bien reporté les 3 pierrides et les 2 petites tortues. Le mercredi, je vois 2 vulcains, donc je note mes 2 vulcains dans la case qui correspond. Le samedi, je revois une pierride. Donc là, à côté des 3 pierrides que j'avais notées, j'en rajoute une. Et le dimanche, je vois 3 petites tortues. Donc à nouveau, je rajoute mes 3 petites tortues. À la fin de la semaine, je vais pouvoir faire le bilan de mes observations de la semaine. Donc j'ai observé pendant 4 jours, donc je note ça dans ma fiche de comptage. Et ensuite, on va faire un peu le bilan des observations en tant que telles. Et ici, là où on attire votre attention avec notre histoire d'observation simultanée, c'est qu'on ne va pas additionner les observations qui ont été faites quand on a vu plusieurs fois la même espèce. Donc par exemple, pour les petites tortues, je ne vais pas additionner 2 et 3 pour avoir 5 à la fin de la semaine, parce que potentiellement, les 2 que j'ai vus le lundi, ça peut être les mêmes individus parmi les 3 que j'ai vus le dimanche. Donc là, ce qu'on va faire pour éviter justement ce double comptage, c'est qu'on va prendre le nombre le plus élevé qu'on a vu voler en même temps. Donc en l'occurrence, à la fin de la semaine, j'aurais vu 2 vulcains, 3 petites tortues et 3 pierrides blanches. On peut passer à la slide suivante. On va revenir un tout petit peu aussi sur les outils qui sont à votre disposition pour participer. Donc vous avez la fiche de comptage qui est vraiment la fiche qui va vous accompagner sur le terrain, sur laquelle, comme je vous l'ai montré juste avant, vous pouvez prendre vos notes tout au long de la semaine. Hem, on a plusieurs outils pour vous aider dans vos identifications. Donc ici, c'est la fiche d'identification, donc elle a plusieurs pages, qui ressemblent à ce modèle-là, où vous avez, d'un coup d'œil le dessus des papillons qui est présenté, avec les grandes caractéristiques, de ces papillons. Donc la taille, quelques caractéristiques, visuelles et la plante hôte de la chenille. Pour aller un petit peu plus loin et pour vous aider sur les espèces et les groupes d'espèces qui peuvent poser problème parce qu'ils se ressemblent, donc on a plus de risques de se tromper, on a des fiches de distinction qui sont à disposition. Donc là, vous avez un exemple ici avec 4 papillons qui sont souvent confondus, donc Amaryllis, Procris, Myrtille et Phadet. Et donc l'avantage de cet outil-là, c'est que vous avez vraiment les critères qui sont pointés et les individus qui sont mis vraiment côte à côte pour que vous puissiez les comparer et voir celui que vous avez vu, à quelle espèce il peut correspondre.
Et pour aller encore un cran plus loin, vous avez un guide, donc vraiment un guide d'identification qui s'appelle Papillons des prairies, des jardins et des champs, qui rassemble la description d'une cinquantaine d'espèces, dont les espèces de l'opération papillon, et qui là va vous donner plus d'informations, donc plus de détails à la fois sur l'apparence de l'adulte, mais aussi sur la chenille, des informations autour de la période de vol, des milieux, donc des habitats, de la répartition géographique, donc qui sont des informations aussi à prendre en compte dans vos identifications. Et puis également les risques de confusion et des petites anecdotes sur la biologie ou l'écologie de l'espèce. Donc ce guide-là, et tous les autres outils d'ailleurs sont disponibles gratuitement en téléchargement sur la plateforme web de l'opération Papillon qui est Sciences participatives au jardin. Et ce guide, vous pouvez également l'acheter à petit prix en le commandant à Noé directement. Un autre outil qui est fort utile également pour le coup pour vous aider sur la saisie des données, il s'agit tout simplement d'un tutoriel. Donc c'est un tutoriel pareil que vous pouvez télécharger avec les autres outils. Et donc là, l'idée c'était vraiment de vous présenter pas à pas le processus de saisie des données avec toutes les étapes qui sont expliquées et pointées. Donc bien sûr, si vous avez des soucis au moment de la saisie, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail, mais je vous invite à vous référer vraiment à ce tutoriel si, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires ou pas logiques ou pas évidentes. On va revenir rapidement, justement sur ce processus de saisie. Donc si vous êtes un nouveau participant, au moment de votre inscription et de votre première saisie, on va d'abord vous demander de décrire la zone d'observation, donc de créer en fait un nouveau jardin. Ce jardin, donc comme je l'ai dit au début, ça peut être votre jardin privé, ça peut être votre balcon et ça peut être aussi un parc public dans lequel vous vous rendez régulièrement. Donc l'idée, c'est que vous allez lui donner un nom, le localiser, et ensuite vous allez pouvoir préciser un petit peu la composition du jardin, donc mettre un petit peu les différentes essences qui sont présentes. Est-ce que vous avez des éléments comme un bassin, par exemple, ce genre de choses. Et puis, vous allez pouvoir également renseigner les traitements phytosanitaires qui sont appliqués. Donc, est-ce que vous utilisez des engrais, des insecticides, des herbicides, etc. Et derrière, les chercheurs pourront faire les liens entre ces données-là et les observations qui sont faites dans votre jardin. La deuxième étape, évidemment, ce sera la saisie des données en tant que telles. Donc, il vous faudra choisir la semaine d'observation et remplir pour les espèces qui ont été vues, le nombre d'individus que vous avez vus simultanément dans la semaine. Il y a d'autres éléments utiles au-delà des outils que je vous ai présentés, que vous pouvez trouver sur la plateforme. Donc, on voulait insister un petit peu sur la rubrique actualité. Donc la rubrique actualité, c'est une rubrique qu'on alimente très régulièrement, dans laquelle vous allez pouvoir trouver justement les actus du programme. Donc par exemple, c'est là qu'on a annoncé le webinaire. On peut y présenter également la publication d'un bilan, d'un résultat, etc. Mais vous allez aussi y trouver des articles, alors des articles un peu plus détaillés sur l'écologie ou la biologie des papillons, des portraits d'espèces et toute une série d'articles aussi qu'on a lancé l'année dernière, qu'on a appelé Qui est qui vous permet d'apprendre à distinguer les espèces proches en allant un petit peu plus loin encore dans le détail que ce qu'on vous propose dans les fiches de distinction. Donc n'hésitez pas à la consulter régulièrement. Ensuite, les bilans, on voulait faire un petit focus là-dessus parce que donc on rédige chaque année un bilan assez complet qui vous permet d'être au courant des données de participation, des données d'observation, d'en savoir plus sur toutes les recherches qui sont en cours et sur la vie du programme de façon générale. Donc n'hésitez pas à le consulter si vous voulez voir un petit peu, l'ampleur nationale finalement, de ces suivis-là, et ça vous permet aussi de vous rendre compte que, vous n'êtes pas seul et que les données sont bien utiles, donc n'hésitez pas à les consulter. Et dernier élément, extérieur, au site, Sciences participatives au jardin, il s'agit d'un forum, donc le forum Papillons et Jardins. Il y a peut-être quelques membres qui sont là ce soir. Qui est un forum naturaliste, donc avec un axe assez fort sur les papillons, mais qui s'est bien diversifié dans les thématiques traitées et qui va vous permettre d'obtenir de l'aide dans vos identifications. Donc si vous avez pu prendre un papillon en photo, vous n'arrivez pas à l'identifier, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur le forum et à poster vos demandes. Et puis au-delà de ça, c'est aussi un bon moyen d'échanger avec d'autres passionnés de nature, de partager vos observations de papillons ou autres bestioles ou plantes qui ont pu être observées directement chez vous ou même lors de vos promenades. On va continuer avec, cette fois un petit bilan de la participation et des observations en 2022, donc une avant-première du bilan 2022 qui va bientôt sortir, mais qui est encore, au chaud, chez nous actuellement.
Donc, je te laisse passer. En termes de participation, en 2022, on a eu 833 participants. C'est plus qu'en 2021, donc on est très content de cette participation-là. Ça représente 9 222 participations hebdomadaires, soit environ 11 participations hebdomadaires par jardin. Donc c'est vraiment un beau chiffre et notamment 140 personnes qui ont participé plus de 25 semaines, donc plus de la moitié de l'année et une bonne partie du coup de la saison où on peut observer vraiment des papillons. Et donc sur la carte, vous avez, l'ensemble des jardins participants qui sont représentés avec en rouge les jardins qui ont participé plus de 25 semaines. Donc bah, on remercie évidemment, toutes les personnes qui font vivre le programme parce que, bah, sans vous, ça ne serait pas possible. En termes, d'observation de papillons, cette année, ce sont 67 843 papillons qui ont été observés et on vous a mis en dessous un petit graphe qui compare, l'abondance moyenne par jardin tout au long de l'année entre 2022, donc l'année qui est, en trait-plein, noir et 2021 en pointillé en rouge. Et donc ce qui est assez, intéressant, c'est qu'on peut vraiment voir ce décalage des observations entre les 2 années, sachant qu'en 2021, on avait eu un printemps qui avait été très froid et pluvieux. On avait eu en fait le pic d'observation qui avait été décalé à peu près d'1 mois, puisqu'on voit qu'en 2021, il était, aux alentours de la mi-août et en 2022, on a un pic d'observation plutôt, aux alentours de mi-juillet, ce qui est un peu plus classique, dans la phénologie, des papillons. Ce qui est intéressant aussi avec ce type de graphique, c'est que, alors pour les personnes qui suivent l'opération papillon depuis un moment, vous avez probablement ça en tête, mais le protocole avait un petit peu évolué en 2019. Avant 2019, on vous demandait de faire vos saisies au mois, donc une seule saisie d'observation pour un mois. Et depuis 2019, on vous demande de le faire à la semaine, donc vous n'êtes pas obligé d'observer toutes les semaines évidemment, mais ça nous permet d'avoir plus de précision et plus de finesse. Et du coup, bah, ça nous permet d'avoir ce type de graphe qu'on peut mettre au regard de données climatiques ou météorologiques. Et pour terminer avec, les chiffres clés, des observations en 2022, le petit top 5 des espèces qui ont été les plus observées, et les moins observées. Alors les plus observées, on a toujours en tête, comme chaque année, les pierriques blanches, donc largement en tête avec plus de 13 000 observations, suivies des licènes bleues, du thyrsis, du morosphinx et du myrtille. C'est, souvent un peu les mêmes espèces qu'on retrouve. Évidemment, ce sont des espèces qui sont vraiment présentes dans tout type de milieu, notamment le milieu urbain. Et puis en plus de ça, pour les, pierrides et les licènes, ce sont des regroupements de plusieurs espèces, donc ça maximise aussi, les chances d'en voir. Au niveau des plus rares, cette année, l'espèce la moins observée, ça a été le morio, donc vous voyez, en bas en photo, qui a été vu que 7 fois, suivi du petit paon de nuit, du sphinx à tête de mort, de l'apollon et du grand paon de nuit. Alors ce sont des espèces qui sont plus rares, qui sont pas forcément dans les milieux les plus concernés par la jardin privé. Par exemple, le morio, c'est une espèce qu'on trouve un peu plus en forêt ou l'apollon qui est une espèce en montagne, donc on ne trouve pas, sur tout le territoire, métropolitain. Donc ce sont des résultats qui sont tout à fait normaux. Tu peux passer à la Ouais, suite pardon. et je te laisse la main pour la suite. Ouais, alors moi, je voulais vous faire un petit point sur la question de la qualité des données. Parce que très souvent, en fait, on s'inquiète, alors que ce soit les participants eux-mêmes s'inquiètent de si on fait des erreurs et si les données sont pas de bonne qualité, est-ce que ça va être un problème pour la recherche? Ça, c'est une première chose. Mais puis aussi, on peut avoir ce genre de questions à l'extérieur de la part d'autres chercheurs qui font pas de projets de recherche qui impliquent des citoyens bénévoles comme l'opération Papillon, qui peuvent s'inquiéter sur la qualité des données. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a plutôt, finalement, de l'autocensure. On a plutôt beaucoup de gens qui vont faire des observations et qui vont pas oser les transmettre parce qu'ils ont peur de se tromper, que l'inverse. Donc, au final, on voulait aussi rassurer un petit peu sur cette question de la qualité des données. Et donc pour ça, je voulais vous montrer quelques petits résultats, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, mais de comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement de gérer cette question de l'erreur. Alors la première chose, ça va être, avant même que vous participiez, Angélique l'a présenté, en fait, il y a un certain nombre d'espèces qui vous sont proposées à l'observation et parfois de groupes d'espèces. Les groupes d'espèces, ça va être
en fait, quand on a, pour certains groupes, là, par exemple, j'ai encadré les licènes bleues ou les pierrites blanches, il va y avoir un grand nombre d'espèces qui vont être très proches, qui vont beaucoup se ressembler et pour lesquelles on pourrait avoir des erreurs importantes. Et donc, ce qui va être fait, c'est de regrouper ces espèces pour limiter le risque d'erreur en ne proposant pas aux observateurs de devoir les distinguer les unes des autres. Donc ça, c'est une première chose qui va considérablement diminuer le risque d'erreur, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller toujours jusqu'à l'espèce. Après, je voulais vous présenter une petite étude qui avait été faite en 2011, donc ça date un peu, hein, peut-être que certains d'entre vous y ont participé, heu, qui avait été faite sur la qualité des données, qui s'appelait «Fleurs à papillons», où on avait demandé aux observatrices et observateurs, d'envoyer, des photographies de papillons, posés sur des plantes et d'identifier à la fois les plantes et les papillons, sur ces photographies. Alors, ça, c'était pour un projet de recherche, mais par ailleurs, ça nous a permis, du coup, de regarder un petit peu est-ce qu'il y avait des erreurs dans l'identification, des papillons. On avait reçu plus de plus de 500 participations avec, énormément de photos, heu, de couples, papillons-fleurs et donc on a pu regarder un petit peu les taux d'erreur et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait finalement, un taux de mauvaise identification qui était très faible, moins de 10 dans les données, mais surtout que ce taux était variable selon les espèces et qu'on avait certaines espèces pour lesquelles on allait avoir plus d'erreurs que pour d'autres. Ça a permis plusieurs choses. Ça a permis déjà de créer, des outils, qu'a pu présenter Angélique, juste avant pour, permettre d'éviter les confusions et d'avoir, des fiches, confusion, pour les espèces pour lesquelles c'est les plus problématique et puis après nous, ça nous permet dans les données, quand on analyse les données, de pouvoir savoir qu'on va pouvoir pour chacune des espèces, savoir si on a un risque plus ou moins fort d'avoir une donnée sur lequel on a de l'erreur. Ça, c'est la première chose. Puis après, on a une autre étude qui a été faite et qui a été poursuivie, il y a quelques années. C'était d'essayer de comparer, les données qui sont récupérées par les observateurs de l'opération Papillon et les données qui sont récupérées par, les participants au STERF, donc le suivi temporel des rhodopalocères de France, qui est un autre programme de sciences participatives, de suivi des papillons, mais qui s'adresse cette fois-ci, à des naturalistes confirmés, des lépidoptéristes qui connaissent très bien les papillons et donc on a pu regarder après les tendances pour, pour plusieurs espèces, qui sont observées dans l'opération papillon, d'évolution de ces espèces au cours du temps et on a pu regarder en fait et ce qu'on voit, c'est qu'on a une très bonne corrélation entre les, différentes espèces, ce qui va nous rassurer et nous montrer la bonne qualité des données récupérées par les participants et participantes de l'opération papillon. Et puis, il va toujours rester des erreurs. Alors ça va être le cas dans toutes les bases de données, mais ça va être aussi le cas dans la base de données de l'opération papillon. Puis on va avoir différents moyens de, les identifier, ces erreurs. Alors, pour certaines espèces pour lesquelles on va pouvoir identifier des erreurs de de distribution géographique. Là, par exemple, ça va être le cas ça, c'est la cartographie des observations de Pacha de queue, heu, sur l'année dernière. Et donc on voit qu'on a une observation, qui se situe à peu près en Alsace, là-haut. Or, on connaît la distribution, de cette espèce-là, qui est une espèce méditerranéenne et donc on va pouvoir identifier là, effectivement, des données erronées et à ce moment-là, on va pouvoir les supprimer de la base de données quand on les diagnostique comme ça. Alors ça peut être à la fois sur, la carte géographique comme ça, mais on va pouvoir aussi, identifier des erreurs dans la phénologie. Donc là, par exemple, sur l'aurore, qui est, un papillon qui va être présent assez tôt dans la saison, on va voir, avec des arrivées en mars et vraiment jusqu'au mois de juin. Alors ça ne se voit pas énormément sur le graphique, mais je vous ai mis des ronds rouges parce qu'on voit que la ligne bleue, la ligne rouge, elles ne sont pas tout à fait droites. En fait, c'est parce qu'il y a quelques observations qui ont été faites très tardivement dans la saison, en septembre, en octobre ou en novembre. Et donc là, encore une fois, puisqu'on connaît très bien la phénologie de
de ce papillon, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on peut avoir des erreurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y ait très peu d'erreurs, on se rend compte qu'il y a relativement peu d'erreurs, et puis quand il en persiste quelques-unes, on va aussi pouvoir quand même en partie les enlever. Alors, quelques résultats. Alors là encore, on va vous montrer un petit peu un bilan très rapide, hein, de quelques résultats qui ont été produits grâce à ces données et à ce projet. Donc au total, il y a eu 9 articles qui ont été publiés dans des revues internationales, donc des articles en anglais, par des chercheuses et chercheurs qui ont travaillé à partir des données qui ont été récoltées par les participants. Et il y a eu 3 thèses qui ont été réalisées sur ces données-là, par Benjamin Bargerot, Alix Cosquet et Théophile Olivier. Et donc, ces différentes études, alors ça paraît, on se dit, bon, bah, 9 articles publiés depuis 2006, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? En fait, c'est un des programmes de sciences participatives qui s'adresse à un large public, qui vraiment a produit le plus de recherches scientifiques euh, quand on le compare avec d'autres projets. Donc, c'est vraiment des super résultats. Alors là, on a eu différents moments. Il y a des moments où il y a beaucoup d'activités, on a beaucoup de recherches, notamment les moments où il va y avoir des thèses qui sont en cours, donc des gens qui travaillent activement sur les données. Là, en ce moment, on est dans une période un peu plus calme. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu quelqu'un qui travaille directement sur les données, mais ça va revenir, on l'espère. En tout cas, on essaie d'encourager au maximum les chercheuses et les chercheurs qui travaillent dans le laboratoire pour s'emparer de ces données. Donc, il y a des articles qui travaillent sur l'impact de l'urbanisation, l'impact des pratiques dans les jardins, mais aussi des études qui ont été faites sur la participation et sur comment cette participation va changer le regard qui est porté sur la nature dans les jardins. Donc, à la fois des études en écologie et puis aussi en sciences humaines et sociales qui sont faites à partir de ce projet. Je vais vous montrer juste quelques résultats. Alors, un résultat qui a été permis grâce à ces données-là, c'était d'essayer de regarder quel allait être l'impact des pratiques des observateurs sur les communautés de papillons qu'il y avait dans les jardins. Donc, ce qu'on voit, alors c'est un peu, on va dire un peu sans surprise, mais c'est que on va avoir un impact fort de l'utilisation de produits phytosanitaires dans le jardin, avec 2 fois moins d'espèces de papillons qui sont observées si jamais on utilise un produit pesticide dans le jardin. Donc ça, c'est une première observation. Alors ça paraît assez attendu, et en même temps, c'est des choses qui avaient jamais été montrées, en fait, que les pratiques au niveau individuel pouvaient être fortes. On a pu montrer aussi, donc à partir des informations qui sont renseignées dans la description du jardin, on va vous demander quel type de plantes y sont présentes. On va pouvoir calculer un indice qui va nous permettre de connaître la naturalité du jardin, est-ce qu'on a un jardin plus ou moins naturel, et un indice qui permet de calculer l'offre en hectares aussi dans le jardin. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le nombre de papillons observés dans le jardin va être très, très fortement impacté, d'une part par la naturalité du jardin et d'autre part par l'offre en hectares dans le jardin. Donc ça, c'est assez attendu, encore une fois. Un autre effet qui est relativement attendu, qui a été montré dans une étude, c'est qu'on a un effet négatif de l'urbanisation, donc sur la quasi-totalité des espèces de papillons de l'opération papillon, à l'exception du brindépélargonium, ce qui est assez attendu en milieu urbain, et du tyrcis, qui sont les 2 espèces pour lesquelles le milieu urbain n'a pas d'effet négatif. Mais sinon, pour toutes les autres espèces, on s'y attend aussi, hein, la ville va avoir un effet négatif sur la présence des papillons. Mais alors, un résultat de cette étude qui, pour le coup, là, a été beaucoup moins attendu, qui a été montré par les chercheuses et chercheurs qui travaillaient sur ces données, c'était de montrer que les espèces qui sont le plus sensibles à l'urbanisation, c'est-à-dire celles pour lesquelles
la ville va avoir un impact le plus négatif, qui vont le moins réussir à être présentes en ville, vont aussi être c'est les espèces qui bénéficient le plus des pratiques écologiques au jardin, donc à savoir de ne pas utiliser de pesticides, d'avoir des espaces naturels dans le jardin et d'avoir une bonne offre en hectare. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça montre aussi qu'en milieu urbain, ça va être les pratiques, que les participants vont avoir vont être très, très importantes et que les jardins vont vraiment être pour les papillons dans ces milieux, défavorables que sont les villes, vont pouvoir jouer des rôles d'îlots, de refuge pour les papillons. Et après, une autre étude qui a été menée, donc par, notamment Nicolas De Guin, c'était de regarder, comment est-ce que justement ces pratiques allaient évoluer au fur et à mesure de la participation. Donc pour ça, on a pris, des participants et participantes qui ont participé pendant de nombreuses années, donc là 8 années, d'affilée. Puis on a regardé, comment, allait changer l'utilisation, des pesticides et l'offre en hectare dans le jardin. Donc et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure de la participation, sur 8 années, on a de moins en moins, de participants qui vont utiliser, des produits, des pesticides, des produits phytosanitaires. Alors, on voit qu'on a une différence quand on est dans des jardins sans potager. La première année, on avait à peu près, 75 des participants qui disaient utiliser des pesticides et au bout de 8 ans de participation à l'opération papillon, on n'en a plus que 20 dans les jardins sans potager. Alors c'est un chiffre il y en a une décroissance aussi dans les jardins où il y a un potager, mais sans surprise qui va être un peu moins forte. Mais tout de même, ce qu'on voit, c'est comment, cette observation répétée, elle a pu, aussi changer les pratiques et donner envie d'avoir des pratiques, plus écologiques dans le jardin. Et on va voir du coup le même type de résultat sur l'offre en hectare avec, au fur et à mesure des nombres d'années de participation, de plus en plus de plantes qui permettent une offre en hectare dans le jardin. Alors, je vous ai dit qu'en ce moment, on était un peu dans une période de creux. Tout de même, l'année dernière, on a eu, une étudiante qui a travaillé, à l'échelle de l'ensemble de Viginature sur une question qui nous intéresse beaucoup, en tout cas Angélique et moi, ce qui va être la question de la fidélisation, c'est-à-dire, combien de temps est-ce que vous participez? Pourquoi est-ce que les gens arrêtent de participer? Et comment ça se passe? Alors, l'opération Papillon, c'était une petite partie de son travail, mais ça faisait partie de son travail parce qu'elle s'est intéressée vraiment à l'ensemble des observatoires de Viginature. Donc à la fois, heu, pour, heu, pour le grand public, donc comme l'opération Papillon, comme l'Observatoire des Bourdons, comme, Oiseaux des Jardins, comme le Speedpole, comme BirdLab, donc des observatoires ouverts à toutes et tous. Mais aussi, elle a regardé, des observatoires qui sont plus pour des naturalistes confirmés ou pour des gestionnaires ou pour des agriculteurs et puis elle a aussi regardé les observatoires à destination des scolaires, et des écoles primaires. Et donc ce qu'elle a pu montrer spécifiquement, donc cette étudiante s'appelle Clara et ce qu'elle a pu montrer, pour l'opération Papillon, c'est qu'on a 56 des observatrices et des observateurs de papillons qui participent plus d'une saison. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant et qui montre une assez bonne fidélisation. Qu'on a, ce qu'on voit et ça, c'est assez classique et ça, c'est variable en fonction des observatoires. Mais pour l'opération Papillon, on a les 10 des participants et participants les plus actifs qui vont récolter 60 de l'ensemble des données de l'observatoire. Donc on voit l'importance vraiment, très forte que va avoir tous ces participants les plus actifs et les plus fidèles sur, la production des données qui vont pouvoir, servir à la recherche. Un chiffre qui nous a quand même assez impressionnant, c'est, le participant le plus fidèle qui a fait 456 observations, ce qui est très, très important. Pourquoi ça va être, important, cette question de la fidélisation? Ça va être important notamment, pour la qualité des données, et puis aussi parce qu'on sait que plus les participants, participent, heu
meilleures vont être les identifications. Puis aussi parce que pour nous, c'est très intéressant d'avoir plusieurs observations répétées sur un même site. Puis un autre résultat, de Clara, ça a été de montrer que les interactions, entre les participants ont un effet positif sur la fidélisation. Donc le fait de s'entraider, donc par le biais de forums ou, sur le site en pouvant, commenter les données des uns des autres, ça va être des choses qui vont permettre d'augmenter la fidélisation. Donc là-dessus, n'hésitez pas si vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a des ressentis qui sont différents. Donc voilà, donc ça c'est pour les travaux qui sont initiés. On espère pouvoir, prendre quelqu'un en thèse sur cette question de la fidélisation et qui puisse comparer comme ça, pourquoi est-ce que la fidélisation, par exemple, on a pu voir est un peu plus forte chez les observateurs qui observent des oiseaux que chez les observateurs qui observent des plantes et comment est-ce que tout ça se combine? Donc voilà, on s'intéresse à ces questions-là. On voulait faire un petit passage, une petite info sur les autres observatoires auxquels, vous pouvez participer, notamment parce que en ce moment il y a des nouvelles. Alors un autre observatoire auquel, peut-être certaines et certains d'entre vous, participent, qui est l'observatoire des Bourdons, auquel vous pouvez participer sur le même site que l'opération Papillon et pour lequel le protocole est assez similaire. Alors c'est un observatoire, on nous demande souvent des nouvelles, qui est, animé par le groupe associatif Estuaire. Et cette année, on a décidé d'essayer de retravailler ensemble pour essayer de proposer des nouveaux outils et avancer un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles choses sur cet observatoire. Puis sinon, des nouvelles d'un observatoire auquel peut-être certains d'entre vous, ont participé il y a un moment, c'est l'opération Escargot. Heu, donc qui s'était arrêté parce qu'on avait des problèmes de site, de participation, depuis 2019, c'est ça, Angélique? Il me semble, donc Ouais, c'est ça, ouais. ça commence à faire longtemps et donc on a profité de, ce renouveau de site pour essayer de réfléchir à ce protocole-là et aussi de l'améliorer. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a fait travailler un étudiant, sur les données de l'opération Escargot et on a pu voir, pour le coup, qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans les données. Donc du coup, ça nous a questionnés et on a proposé un nouveau protocole. Donc ça ressemble beaucoup. Le principe, reste le même, à savoir de poser une planche, en l'occurrence, ou une coupelle, de plantes et de venir observer les escargots qui s'y sont réfugiés dessous. Mais là, ce qu'on a intégré, maintenant, c'est qu'on va demander, aux observateurs et observatrices de faire des photographies des escargots, pour pouvoir, avoir des photographies et pour pouvoir avoir de l'entraide pour, essayer d'améliorer l'identification des escargots. Alors là, la participation, elle ne va pas se faire sur, le même site que l'opération Papillon. Elle se fait sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Cubes pour, qualité biologique des sols. Heu, Vous pouvez vous identifier avec les mêmes identifiants que sur le site de l'opération Papillon. Vous pouvez importer vos jardins, et puis vous pouvez, aller découvrir, d'autres protocoles sur les sols. Voilà, je crois que c'était tout. Je ne sais pas si Angélique, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que l'opération Escargot, vous entendrez peut-être parler cette semaine vu que le site a été mis à jour, tout juste, hier, donc c'est tout Ouais, récent, en plein dans l'actualité. et le lancement est prévu demain. Donc vraiment, vous avez l'information en avant-première. Alors, on a eu pas mal de questions et même d'échanges dans le chat, donc merci à ceux qui ont répondu, aux personnes qui posaient des questions. On Je va vais garder arrêter le partage comme ça, on peut se voir. on peut se voir. N'hésitez pas à allumer vos caméras si vous voulez, faire des coucous, Alors, hem, il y en a certains qui veulent. première question, est-ce qu'on peut signaler également les chenilles? Anne, peut-être que je peux te laisser répondre là-dessus. Non, alors, donc merci pour cette question, Sandrine.
Alors non, on ne peut pas signaler les chenilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des outils, suffisamment, poussés pour pouvoir identifier vraiment les chenilles. L'identification des chenilles, c'est quelque chose qui est assez complexe. Heu, il y a un certains lépidoptéristes qui sont ici qui pourraient le confirmer. Et donc du coup, là, il y aurait vraiment un trop gros risque d'erreur. Ce serait trop compliqué de il y a certaines chenilles bien sûr, hein, qui sont très facilement reconnaissables, mais il y en a beaucoup pour lesquelles ce serait compliqué. Ensuite, une question: à quand une application pour saisir ces données d'observation? Heu, oui, c'est une ques enfin, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer aussi, une appli pour saisir les données. Alors je vais en répondre en même temps à une autre question parce que donc on a une application actuellement qui s'appelle Papy Online, qui reprend le contenu, du guide, d'identification que je vous ai présenté, de façon dématérialisée, donc via l'application. Alors j'ai vu qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à installer, l'application sur son téléphone. Je viendrai essayer, moi j'y arrive, donc je vais vous mettre dans le chat mon adresse mail de contact. Est-ce que vous pouvez enfin la personne qui n'arrive pas à télécharger, si vous pouvez m'envoyer un petit mail en me donnant, votre modèle de téléphone et la version d'Android ou d'iOS qui est utilisée, comme ça moi je vais pouvoir voir avec les développeurs, bah, qu'est-ce qui coince. Je vous mets mon adresse dans le chat. Et après, moi, je peux peut-être répondre un peu plus aussi sur, la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait encore une application? Ouais. Alors il y a plusieurs réponses. La 1re, c'est que c'est des coûts, supplémentaires et qu'on n'a pas forcément les financements pour les développer. Mais il y a pas que ça, c'est aussi que on le voit parce qu'il y a certains projets sur lesquels on a des applications, une des difficultés qu'il y a avec les applications, c'est qu'il y a besoin d'une mise à jour, beaucoup plus régulière que pour les sites. Donc ça peut être une difficulté. Alors aujourd'hui, le site de participation, il est adapté, pour les téléphones, mais effectivement, la grosse différence avec une application donc, si vous vous en servez sur votre téléphone, c'est adapté. Mais par contre, il faut avoir, un accès internet. Donc ça, c'est la grosse différence avec une application. Donc voilà, c'est plus parce qu'on n'a pas forcément les compétences en interne, ni à Noé, ni au muséum pour ce genre d'outils et que comme c'est des outils qui ont besoin d'être mis à jour très régulièrement, c'est pas forcément, évident. Mais c'est une question qui reste toujours d'actualité et sur laquelle on se repose régulièrement la question. Ouais et puis, petit teaser, mais on avait quand même prévu d'y réfléchir aussi chez Noé, et en concertation évidemment avec le muséum et les développeurs, courant de cette année pour voir ce qui est possible et si c'est vraiment judicieux de le faire ou pas. Mais en tout cas, c'est bien de voir que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vois que quelqu'un d'autre a mis un petit cœur, sur la question, donc c'est bien, nous, de savoir aussi qu'il y a de la demande parce qu'on s'en faisait la réflexion, chez Noé pas plus tard que cet après-midi. C'est pas quelque chose qu'on nous a vraiment demandé pour l'instant, donc c'est bien de voir que ça vous intéresse et que ça vaut le coup qu'on se pose la question aussi. Ensuite, y a-t-il une durée d'observation à respecter chaque jour? Non. C'est un des avantages de ce protocole-là, c'est que vraiment vous êtes libre d'observer, quand vous voulez et la durée que vous voulez. On vous demande de noter juste le nombre de jours d'observation par semaine, mais il n'y a pas de durée d'observation, minimale à respecter, chaque jour. Il n'y a pas de nombre de jours d'observation à respecter non plus dans la semaine. Donc là-dessus, c'est vraiment comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. Mmh. L'idée, c'est que ça puisse être, qu'ils puissent Ah, on oublie le micro. Pardon. Heu, ouais, l'idée, c'est d'avoir le nombre de jours d'observation. Ça nous permet d'avoir une estimation de l'effort d'observation. Est-ce que c'était important ou pas? Et ça va pouvoir rentrer, en compte quand on va faire des estimations du nombre de papillons qui sont présents sur des zones. Mais effectivement, on ne souhaitait pas que ce soit trop contraignant. Donc il y a pas de temps d'observation, contraint. Ensuite, question d'après, quelle doit être la taille max et minimum du jardin à observer? Bah, là, un peu dans le même esprit, on voulait quelque chose où le plus de personnes possible puissent participer, donc on n'a pas mis de taille minimum de jardin. C'est pour ça aussi que c'est faisable sur un balcon. Je pense, alors j'ai plus trop en tête, mais je pense qu'on va vous demander peut-être la surface du jardin dans les données, sur le jardin.
Mais en tout cas, il y a pas de minimum, donc vraiment n'hésitez pas à participer, quel que soit l'espace dont vous disposez. Il y a moyen que vous voyez comme des papillons passer, donc on veut vraiment que le plus de personnes possible puissent s'impliquer dans ce type de programme-là. Ouais. Et Angélique, tu as sauté une question, Ah pardon. mais auquel Axel a répondu. Merci beaucoup Axel et bonjour Axel, en partie, qui était une question qui demandait: «Pour les groupes d'espèces, on note, heu, notons ensemble les Tircis et les Aegeria, Lycène et Argus? Pour la Corse, note-t-on la mégère corse dans mégère? Et pour citron, note-t-on aussi le citron de Provence ou pas?» Et donc effectivement, ça c'est peut-être ça vaudrait peut-être le coup qu'on refasse une publication là-dessus pour montrer pour chacun des groupes, qu'est-ce que ça recouvre, heu, toutes les espèces qui sont dans le groupe. Effectivement, le citron de Provence est dans les citrons pour la mégère corse, également, heu, pour Tircis et Aegeria, Axel a répondu, effectivement, c'est la même espèce. Et pour les lycéennes bleues, tout le monde va ensemble, effectivement. Ouais, et effectivement, c'était quelque chose dont on avait déjà discuté, de vous proposer un petit outil, pour vous permettre de savoir quelle espèce va dans quel groupe. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin aussi et découvrir, ce qu'il y a derrière chaque groupe, ça marche dans Mmh. les 2 sens. Donc c'est dans nos têtes et on va essayer de Et ces informations sont en partie dans le guide aussi. oui, Ouais. c'est vrai, mais je crois par contre qu'on n'a pas la liste exhaustive. Dans le Et guide, voilà, on a c'est pas la quelques liste, mais il faudra espèces qu'on précises, on vous dit dans quel groupe elles sont, mais on n'a pas la liste exhaustive par contre. Ensuite, voit-on déjà un impact du changement climatique? Je sais pas si on a si on a vraiment des réponses, par rapport aux données d'observation. Anne, je sais pas si ça a été alors, traité. en fait, il y a des, en fait, on voit des impacts, même à ces échelles-là, sur les populations de papillons, sur les populations de plantes aussi, sur les populations d'oiseaux également. Alors les données qui ont été utilisées, ça a été regardé, mais jamais publié avec les données de l'opération papillon. Mais c'est des choses sur lesquelles, on aimerait bien qu'il y ait plus des recherches un peu plus poussées. Et ce qu'on voit qui est assez intéressant en fait, qui se passe pour le réchauffement climatique, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir déjà des populations qui vont, s'adapter en, se déplaçant, vers le nord. Donc ils vont, suivre le réchauffement climatique en allant de plus en plus vers le nord. Donc à la fois les populations de papillons, mais aussi les populations d'oiseaux et aussi les populations de plantes. Le problème, c'est qu'elles vont pas être aussi rapides que le réchauffement climatique et qu'elles vont pas se déplacer suffisamment vite par rapport à la vitesse, du réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un retard. Il y a un retard, que l'avancement vers le nord, il ne se fait pas aussi vite que les changements de température. Et l'autre chose qu'on voit et qui va être plus problématique pour globalement pour nos interactions entre ces différents groupes, c'est que ça va pas se faire à la même vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de déplacement vers le nord, des populations de papillons va pas se faire à la même vitesse que les populations de plantes, ni que les populations d'oiseaux. Et ça, ben, on s'y attend parce qu'on n'a pas les mêmes capacités de déplacement de ces différents organismes. Mais le problème, c'est que, ben, les papillons vont être dépendants de certaines espèces de plantes, sur certaines zones. Les oiseaux vont être dépendants des papillons pour manger leurs chenilles. Donc on va avoir comme ça des décalages qui vont se faire, heu, d'aires de répartition, de distribution, entre ces différents groupes d'espèces. Donc ça, c'est un peu les résultats qu'on voit sur le réchauffement climatique pour l'instant. Ensuite, on a Véronique, qui nous signale qu'elle a vu un grand pan de nuit sur une route forestière à Saint-Vallier dans la Drôme. Super observation, c'est très chouette. C'est pas un papillon qu'on voit très souvent, on l'a vu tout à l'heure, il était dans ceux qui sont les moins vus, donc très chouette. Aline qui nous demande si sur une semaine on n'observe aucun papillon, est-ce qu'on peut aussi le saisir? J'ai vu que quelqu'un a répondu après, peut-être Axel aussi. Donc oui, 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 n'hésitez pas au contraire à saisir, vos observations quand vous ne voyez rien. Vraiment, il y a une grande différence entre une semaine où vous n'êtes pas sorti dans votre jardin, vous n'avez pas observé, et une semaine où vous avez regardé et vous n'avez rien vu. Les données d'absence, elles sont assez rares,
Finalement, dans ce genre de protocole, on a beaucoup de signalements de présence, mais c'est vraiment important pour, les scientifiques de signaler quand vous avez essayé de regarder et que vous n'avez rien vu. Pourquoi ne pas avoir choisi de mettre la liste des papillons dans l'ordre alphabétique? Alors, c'est un parti pris, je sais que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de discussion, sur d'autres protocoles aussi. Nous, le parti pris qu'on a mis, c'est de les mettre plutôt par famille ou ressemblance, morphologique. Donc ça nous semblait plus logique d'avoir, par exemple, le flambé à côté du macaron, le myrtille à côté de l'amaryllis et du procris. Hem, je pense qu'effectivement, il y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est vraiment un parti pris. Je conçois que ça puisse ne pas convenir à certaines personnes, en tout cas. Comment savoir si le score municipal dans lequel on souhaite faire l'observation utilise des produits phyto? Alors, je vois que quelqu'un a répondu qu'effectivement les produits phyto sont maintenant, interdits, dans les espaces verts. Au-delà de ça, je pense que la demande, c'était aussi de savoir finalement un peu décrire l'espace vert dans lequel on observe. Alors, si je ne me trompe pas, les données, de description des espaces sont des données facultatives. Donc s'il y a des choses que vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé, enfin ça ne va pas vous coincer dans le renseignement de vos données. Et effectivement, les pesticides, enfin les pesticides, les produits phytosanitaires sont maintenant interdits, normalement dans les espaces publics. Tac, donc l'application, j'ai répondu. Peut-on avoir plusieurs jardins? Axel, merci d'avoir répondu aux questions au fur et à mesure. Oui, effectivement, vous pouvez créer plusieurs jardins, et effectivement, vous pourrez faire vos relevés, sur les différents jardins. Alors on a Sandrine, je pense qu'elle répondait à la question de la fidélisation en signalant que les plantes sont plus faciles à photographier que les papillons et les oiseaux. Hem, oui, mais je sais plus par contre, Anne, si dans quel sens c'était la Ben non, c'est fidélisation? dans l'autre C'est sens. l'inverse, hein? Ouais. On a plutôt une plus grande fidélité des observateurs de d'oiseaux que de plantes. Les plantes, c'est là où on a la moins grande fidélité et on la rapproche plutôt du fait que c'est plus compliqué, les plantes. Il y a plus d'espèces, et que le nombre d'espèces, à connaître, pour les oiseaux, pour les papillons est plus faible. Heu, en tout cas, si on en connaît, heu, quelques dizaines, on va déjà avoir une très bonne vision, pour les plantes. Ensuite, même si on prend les plus communes, il va falloir, plutôt en connaître une centaine pour pouvoir, avoir les plus communes, le plus souvent observées. Ensuite, on a Christine qui nous dit qu'elle a dû faire une grande pause depuis 2 ans après 14 ans d'observation assidue de papillons. Merci déjà pour, cette assiduité et cette participation de longue date, mais qu'elle compte bien reprendre les comptages cette année avec un petit smiley, papillon et escargot. Donc, Christine, on sera ravis de vous compter à nouveau parmi les participants, sur les papillons, sur les escargots, sur, tout autre protocole qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis, si longtemps et qui sont prêtes à reprendre après une pause. Comment utilisez-vous les identifications complémentaires ou les identifications des espèces dans les groupes d'espèces? Donc là, j'imagine que ça concerne la case justement un peu commentaire où on peut préciser les choses. Je sais pas, Anne, si tu as une réponse là-dessus? Alors ces données-là, elles nous ont permis d'adapter. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas adapté la liste, mais elles ont permis, d'adapter à la liste, au départ. Pour le moment, elles sont relativement peu utilisées, mais par contre, on essaie en fait, on va les lister, chaque année, essayer de voir quelles sont celles qui sont proposées, mais pour l'instant, les chercheurs ne s'en sont pas servis, en tout cas. Ensuite, peut-on modifier les données de son jardin? Donc par exemple, l'ajout d'un bassin d'espèces mellifères naturelles, arrêt de la tonte. Oui, 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 vous pouvez quand vous saisissez vos données, changer la description du jardin à ce moment-là. Vous avez la possibilité de passer l'étape si votre jardin n'a pas changé, mais c'est, au moment de la saisie que vous pouvez, changer sans problème la description du jardin. Y a-t-il des moments dans la journée à privilégier? Et on a une question, tout à fait semblable après. Je suis novice, à quel moment de la journée les papillons sont-ils les plus actifs? Et à quel moment peut-on les observer le plus facilement? Donc effectivement, il y a des moments à privilégier. Les papillons, ce sont des espèces qui sont très sensibles, à la météo. Donc de façon générale, ils préfèrent les temps ensoleillés, pas trop de vent, puisqu'ils sont aussi sensibles au vent qui perturbe leur vol, pas de pluie.
Et généralement des températures, autour, vingtaine de degrés, je dirais, même un peu plus. C'est les moments où ils vont être les plus actifs. Donc, sur des journées de printemps ou d'été pas trop chaudes, entre, 11 et 17 heures par exemple, ça peut être des bonnes heures. Après ça arrive, surtout si vous êtes dans le sud de la France, qu'on ait des périodes, notamment au mois d'août, où on voit beaucoup moins de papillons actifs parce que là, il va faire trop chaud et donc ils vont plutôt s'abriter et attendre, enfin profiter soit du matin, soit de la soirée pour sortir. Mais, voilà, de façon générale, c'est des températures, je dirais entre, Anne, tu me contrediras si je dis des bêtises, mais plutôt entre 20 et 30 degrés, par temps ensoleillé. Si vous avez un temps nuageux ou un peu orageux, ça peut être aussi intéressant s'il y a pas de vent, parce que pour le coup, ils vont être beaucoup plus calmes, donc vous allez pouvoir un peu marcher dans votre jardin et peut-être les voir s'envoler, peut-être les regarder aussi s'ils sont posés, de façon un peu plus en détail. Hem, voilà. Ensuite, une C'est question, pratique comme espèce, c'est des, espèces qui sortent quand on a envie de sortir aussi. c'est vrai, pas trop tôt le matin quand il fait beau. Beau, mais pas trop chaud. La canicule, la sécheresse en 2022. Donc je pense que la question, c'est de savoir si on a eu un impact, de la sécheresse sur, les observations de papillons. Heu, on n'a pas vu de diminution par rapport à 2021. En tout cas, quand on a regardé les données d'abondance, le graphique qu'on vous a montré tout à l'heure, on n'avait pas quelque chose de moins abondant en 2022 qu'en 2021. On a voyé le décalage, comme je vous disais, par rapport, mais plutôt au printemps 2021 qui avait été mauvais. Je sais pas toi, Anne, si tu as eu d'autres éléments sur, la sécheresse? Non, bah, ce qu'on a vu, on a vu un décalage, hein, après, là, il y a pas eu enfin, effectivement, on a en tout cas, c'est difficile de voir vraiment un effet. Après, c'est possible, hein, que la sécheresse, ait des effets, notamment, notamment sur les chenilles. Mais effectivement, pour l'instant, en tout cas, dans les données, on n'a pas clairement, vu d'impact. Après, il faudrait qu'on regarde peut-être un peu plus en détail en fonction des espèces et du cycle de vie des espèces et des espèces qui sont plus tardives. Essayer de comparer justement entre les espèces les plus tardives, et les plus précoces, essayer de voir si on a des différences justement en abondance, entre les d'une année à l'autre. On n'a pas regardé encore assez précisément. En tout cas, c'est bien, ça nous fait des pistes aussi de choses à étudier. Dans un centre de loisirs, nous souhaiterions mettre en place des observations de papillons dans un parc avec des enfants de 7 à 12 ans. Pensez-vous que ce soit judicieux de récolter les données? Avez-vous des astuces pour mettre en place ces observations? Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est un chouette moyen de sensibiliser les enfants aussi et de leur apprendre à connaître les espèces. En général, les enfants sont quand même assez friands de ce genre d'animation. La difficulté que moi je vois, c'est, au niveau des doubles comptages et cetera. Ça demandera à l'animateur quand même de faire une synthèse de ce qui a été observé, donc peut-être un peu plus de travail, hem, pour justement, ne pas additionner. Par exemple, si un enfant a vu, 2 pierrides et qu'un autre en a vu 3, on va faire attention à pas saisir 5 et cetera, ce genre de choses. Mais sinon, je pense que c'est tout à fait faisable. Mmh, Et pour mettre en place les observations, vraiment n'hésitez pas à vous appuyer sur les outils, pour l'aide à l'identification. mmh. Des idées d'outils dont on n'a pas parlé là, mais on a fait une petite, clé de détermination et ça marche relativement bien avec les enfants. Alors peut-être plus 12 ans que 7 ans, mais encore, moi je m'en suis déjà servie en utilisant une clé d'identification pour les escargots avec vraiment des petits et ça peut bien marcher. Donc il va permettre d'apprendre à regarder chacun des critères et ce qu'on peut conseiller, c'est de faire éventuellement un premier moment d'animation. On va regarder des photos, qui vont être, isolées sur des images, pour pouvoir, apprendre à regarder les critères, les uns des autres, sur photographie, essayer de regarder si on arrive à les identifier avant d'aller en extérieur et de faire les observations en extérieur. Et donc la clé, vous la trouvez, dans le guide papillon, donc vous téléchargez le PDF et vous pouvez imprimer juste les pages, qui correspondent à la clé, si vous le souhaitez. Ensuite, pourquoi les laurières ne doivent pas être notées comme haies? Donc là, je pense qu'on parle de la description du jardin. Je sais pas, Anne, si tu as une réponse précise ou si c'était juste que, on pouvait pas être complètement exhaustif et je pense qu'on a mis, Ouais, bah, les principaux je pense que aménagements. ça intéresse à la fois d'avoir l'information,
qu'il y ait des lauriers et aussi l'information qu'il y ait des haies, même si les haies sont pas en laurier. Donc du coup, enfin d'avoir les 2, ça permet d'avoir plus d'informations. Étant animatrice, je voudrais savoir si on peut faire une démonstration d'enregistrement sans enregistrer les données. Alors, vous pouvez créer un compte, vous pouvez lancer une saisie, mais effectivement, il faudra juste pas cliquer à la fin sur, «Je valide» en fait. Donc je pense que ça demandera juste d'expliquer aux gens qu'il faut bien valider et qu'à ce moment-là, vous aurez la confirmation. Mais vous pouvez lancer une saisie, «fictive» entre guillemets. Ça va créer un brouillon, que vous pourrez supprimer par la suite. Il faudra juste effectivement faire attention à pas, cliquer sur, «Valider» à la fin de la saisie au moment où vous avez rempli, les effectifs par espèce. Je saisis toutes mes observations d'animaux sur une appli généraliste naturaliste. Si je note mes observations de papillons sur le site de l'opération papillon, faut-il que je note mes données sur 2 applis? Ou bien y a-t-il un regroupement de données collectées via les différents sites du muséum ou autres? Y a-t-il un risque de doublon? Et donc on a Axel qui a répondu que le but, de naturaliste et de l'observatoire n'est pas le même, puisque l'opération papillon, c'est un suivi pour voir notamment l'évolution au cours du temps, que les autres sites cités sont plus dans une démarche d'inventaire ponctuel. Hem Et qu'en tout cas, les données de Faune France ou d'iNaturalist n'entreront jamais dans les données de l'Observatoire des papillons, donc j'aurais tendance à faire la double saisie. Après, toutes les données sont censées remonter à terme à l'INPN, donc il peut y avoir des doublons à ce niveau-là, mais ce n'est peut-être pas trop gênant. Bon bah voilà, ça me semble une réponse tout à fait, complète, je sais Ouais, pas ouais, pour des c'est choses sûr là. que les données de iNaturalist n'entreront jamais dans l'Observatoire des papillons des jardins, que pour le moment, les données de papillons des jardins, effectivement, enfin, dans tous les cas, elles vont pas rentrer non plus dans iNaturalist. Mais par contre, les données d'iNaturalist et de papillons des jardins, effectivement, doivent remonter à l'INPN. Donc, effectivement, il peut y avoir, ça peut à terme faire du doublon. Euh, c'est tout à fait ça. Mais effectivement, je pense que enfin, c'est pas le même type de données, donc enfin, ça pose pas de problème de les mettre au même endroit. Ensuite, on a un témoignage de Massétine qui nous dit qu'il ou elle compte les papillons de son jardin depuis de nombreuses années, en pause depuis 2022, mais qu'il ou elle compte bien recommencer cette année. Bah, comme pour tout à l'heure, hein, merci beaucoup, de votre fidélité. Depuis toutes ces années, l'urbanisation croissante des alentours, j'ai observé une baisse de la variété des papillons observés. Je ne vois plus que des thyrsis et des pierrides. Ouais, vous n'êtes pas les seuls à nous faire remonter, que vous voyez moins de papillons qu'avant, moins d'espèces différentes, qu'on voit toujours les mêmes et cetera. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des données un peu, empiriques comme ça qu'on nous remonte assez souvent. De temps en temps, on a quelques personnes quand même qui nous signalent qu'ils bon, ils ont eu des bonnes années ou pas mal de diversité, mais c'est vrai qu'on a quand même une tendance générale à nous signaler plutôt une diminution, à la fois en abondance et en richesse. Donc, ce sera intéressant aussi de comparer finalement les données récoltées avec, ces impressions-là. Est-il possible de transcrire les observations saisies dans l'ordre chronologique et non pas dans l'ordre où on les a saisies? Ce serait plus pratique. Heu, Est-ce que ça c'est je pense que c'est au niveau de l'affichage sur, la plateforme, sur vos données. Mmh. On peut faire remonter ça, effectivement. Ouais, je vais le noter. Mmh. Ça pourrait même être bien d'avoir le switch pour pouvoir mettre les 2 possibilités selon ce que vous voulez. Parce que Mmh. j'imagine que dans certains cas, ça peut être utile aussi de retrouver facilement les dernières saisies, si on se rend compte qu'on a fait une erreur ou autre. Je me note ça. Donc du coup, ça me fait penser, dans les infos, un peu des actualités, il y a quelqu'un qui est arrivé au muséum dans l'équipe il y a un peu moins d'un an, à peu près 6 mois, et qui travaille sur la question de comment faire les restitutions et comment produire des restitutions et des résultats sur les données. Donc, il a travaillé pas mal avec Angélique, notamment sur la production des bilans, mais on est en ce moment en train d'essayer de travailler à ce que ces résultats, tout ça, soient produits directement sur le site et que vous puissiez voir les résultats, des résultats qui ne soient pas juste des listings de vos observations, mais des résultats un peu plus visuels aussi des participations. On travaille là-dessus en ce moment. Et pour finir, je vois que quelqu'un avait répondu à la personne qui souhaite mettre en place des animations en disant qu'il y a un coffret, sur les papillons au CPN, donc CPN sont les clubs connaître et protéger la nature, qui est top. Effectivement, pour toutes les volets pédagogiques, pardon, n'hésitez vraiment pas à regarder ce que fait la FCPN, je vais vous mettre leur lien.
Ils ont vraiment des très chouettes choses et il me semble en plus que, leur livret et tout leur matériel pédagogique sur les papillons est en train d'être remis à jour. Donc, n'hésitez pas à suivre leurs actualités. Je vous mets leur site. Je ne sais pas si ça correspond exactement à l'histoire de l'ordre chronologique, mais j'ai jamais compris l'ordre d'affichage des relevés sur l'onglet observation. Alors déjà, merci à toutes les personnes, qui sont en train de partir. Effectivement, on a un petit peu dépassé, mais c'est chouette parce qu'il y avait des bonnes questions. Donc merci à tous d'être là. Je vais regarder rapidement ce que nous dit Axel. Tu pourras pas enfin, on peut pas voir parce que du coup, si on clique sur le lien, on n'arrive, pas sur Ah ta oui, mais c'est sur le c'est sur l'onglet observation directement, je pense. ouais, Celles-là, il me semble qu'elles sont dans effectivement, elles sont peut-être pas dans le même ordre non plus. Faudrait ouais, qu'on regarde à homogénéiser ça. ouais, 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 on Mais va se pencher dessus. éventuellement, on viendra vers toi, Axel, sur cette question-là. Ouais, on note, de vos suggestions. Très bien. Bon, bah, Mmh. merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ici et bah, j'espère que vous pourrez faire de belles observations encore cette saison et puis on vous souhaite un bon printemps. N'hésitez pas à nous contacter par mail pour toute question et à nous relancer éventuellement. Ouais, merci beaucoup, de faire vivre ce beau programme, ce beau projet. Heu, bravo et puis, belles observations.